Donc là on est sur le tunnel de Moriez. Les travaux initialement ils étaient prévus en 2019. Depuis septembre 2024, on a repris les travaux. Donc ce qui est intéressant avec ce tunnel et avec l'effondrement, c'est que le dernier tunnel qui s'est effondré en France, donc c'est en 1963, le tunnel de Rove dans la Bouches-du-Rhône. Je vous laisse deviner, la nature des terrains, c'était quasiment la même chose qu'on a ici. Donc des mares de calcaire. Et donc c'est des terrains qui sont extrêmement friables et surtout avec la présence d'eau souterraine. Quelles sont les spécificités du tunnel et l'état actuel des travaux ? Le tunnel de Moriez est situé vers 950 mètres d'altitude, qui fait 1,2 km de long et qui est en pente depuis Saint-André vers Moriez. Globalement, le chantier de rénovation du tunnel est fini à 90%. Nous sommes en voie de finir le percement dans la zone de l'éboulement et les gros travaux ont été terminés. Il reste beaucoup de travaux de finition et des travaux complémentaires de remise en état. Quelles interventions majeures ont déjà été menées ? Nous avons été amenés à démolir la maçonnerie qui avait été mise en place lors de la construction du tunnel et la remplacer par ce qu'on appelle un soutènement en béton projeté et cintre métallique associé d'un revêtement en béton armé qui va être fait dans les semaines qui viennent. La rénovation du tunnel s'accompagne de travaux complémentaires de moindre importance, renforcer le revêtement en maçonnerie par des boulons et y associer une coque en béton projeté. On a constaté depuis le creusement du tunnel des déformations importantes et qui pouvaient poser évidemment des contraintes de stabilité pour le revêtement en maçonnerie. Quels sont les points d'intérêt du tunnel ? Alors, vous pouvez constater la forme du tunnel, caractéristique des tunnels ferroviaires de la fin du 19e siècle. Il fallait faire passer les locomotives avec des cheminées. Vous voyez un peu le type de pathologie dont souffrent ces tunnels en maçonnerie de la fin du 19e siècle. Les pieds droits qui sont faits en ce qu'on appelle une maçonnerie type opus incertum. Ce sont des blocs empilés les uns sur les autres. Vous avez des blocs taillés sous forme de moellons perpendiculaires qu'on appelle des moellons incisés. Et puis en tout en haut, vous avez la dernière pierre qu'on met en dernier qui s'appelle la clé de voûte. C'est la technique des bâtisseurs de cathédrales. Quand il s'agit de réparer ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne travaille plus du tout de la même façon. Dans les pathologies du tunnel, on a le lessivage du mortier de scellement de la maçonnerie par des eaux agressives. Alors, vous voyez ici, ce fut autrefois du mortier, maintenant c'est de la poudre. Donc tout ça, ça fait l'objet de ce qu'on appelle un rejointoiement. On vient décaper à l'eau sous pression et puis on vient reconstituer avec des produits spécifiquement étudiés de façon à reconstituer tout l'espace vide entre les pierres et pour que, si vous voulez, on rétablisse la continuité structurelle du revêtement en maçonnerie. On a réalisé ce qu'on appelle ici une solution légère de renforcement, c'est-à-dire qu'on a épinglé ou cloué, comme des clous dans une planche de bois, le revêtement en maçonnerie au terrain. Donc ce sont des boulons qui font 4,50 m de long et qui sont scellés au terrain. Alors c'est le premier secteur dit renforcement en travaux lourds, fait de cintre, de béton projeté, et ensuite il va venir une phase d'étanchéité, drainage, et par-dessus encore 30 cm de béton armé. Alors pour ce faire, on est obligé de démolir le revêtement en maçonnerie. Donc vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle un entonnement, c'est-à-dire une surlargeur. On a donc découpé la maçonnerie, on a mis à nu le terrain et on a mis des cintres métalliques et rempli tout ça de béton projeté. Ça, c'est ce qu'on appelle un soutènement. Et donc ultérieurement, on viendra mettre une pellicule d'étanchéité. On viendra mettre ensuite un revêtement coulé en place, de béton coulé en place, sur 30 cm d'épaisseur. Donc pour globaliser, vous avez vu la solution lourde tout à l'heure avec les cintres, le béton projeté. Là, c'est la solution dite intermédiaire avec béton projeté, ancrage. Et puis vous avez vu également tout à l'heure une solution dite légère, les ancrages uniquement. Alors ici, nous sommes approximativement au point métrique PM 385 ou 84 qui correspond à l'extrémité de la zone qui s'est effondrée en 2019.
Cette zone a fait l'objet d'injections de comblement depuis la surface pour faciliter le recreusement. Donc nous sommes actuellement au 35e cintre posé. Il nous reste 5 cintres à poser et donc 5 mètres à creuser avant de pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Alors on peut constater au niveau du radier de la section les rails existants avec ce qui reste d'une traverse. On voit ici le terrain naturel, les fameuses marnes noires du Cénomanien, le revêtement en maçonnerie et sous les rails on distingue le ballast, la configuration classique du tunnel avant son effondrement. Compétences, expertise, engins, que nécessite ce chantier? Les compétences spécifiques sur un tel chantier, elles sont assez particulières. Il faut des gens expérimentés, prêts à rentrer dans un univers qui est a priori hostile, et ça pendant toute la durée du travail, pendant 8 heures. Dans les travaux souterrains, on a toujours des problèmes fondamentaux d'accès et de manutention, d'approvisionnement, puisque généralement le front est toujours éloigné de l'entrée du tunnel. Alors vous avez derrière nous un exemple type d'un matériel spécifique travaux souterrains qui est une mini toupie qui sert à approvisionner le béton, à la fois pour le béton coulé en place et pour le béton projeté, et qui présente le côté particulier d'avoir un poste de conduite reversible. Parce que sinon, un matériel traditionnel, on rentre en marche avant, on sort en marche arrière, ou on rentre en marche arrière, on sort en marche avant, mais ce n'est pas étudié pour. Et ce ne sont pas toutes les entreprises qui possèdent ce matériel. C'est un coût, il faut avoir investi, il faut avoir les marchés pour l'utiliser, il faut savoir l'utiliser. Et donc c'est pour ça que nous avons choisi SPI Batignolles. Je rajouterais peut-être en termes de logistique, c'est vrai que nous travaillons sur un front qui est plutôt éloigné de l'entrée, comme disait Monsieur Demey, qu'on est vraiment dans un cul-de-sac et on ne peut pas croiser plusieurs machines en même temps dans le tunnel. Voilà. Donc c'est tout un travail de logistique et de réflexion pour organiser les travaux. Quel est le coût financier de ces travaux? Alors le coût financier des travaux pour le tunnel de la Mauriez, là on s'élève donc rien qu'en travaux déjà à plus de 5,5 millions. Mais il faut savoir qu'en plus de ça, donc on va refaire la fosse de la voie. Il y aura sûrement d'autres travaux annexes, que ce soit peut-être pour les caniveaux ou autres. Il y a sûrement d'autres problématiques qu'on n'a pas encore identifiées. Donc on peut s'estimer un montant avoisinant les 6 millions d'euros. Quelles sont les étapes restantes avant la réouverture du tunnel? Donc on peut estimer que les travaux seront finis d'ici la fin de la semaine prochaine. Après, il reste toujours la fosse de la voie. Donc ça comprend le retrait du ballast existant qui est donc fortement pollué, et après donc la remise en état de la voie. Les marchés sont en cours, ils n'ont pas encore été publiés mais ils sont en cours de rédaction et en cours de correction. Et pour vraiment la réouverture de la ligne, il faut savoir qu'il y a encore d'autres travaux aussi entre ici et Digne. Donc on a une ouverture fonctionnelle de la ligne qui est prévue en 2027. Je tenais vraiment à remercier donc la régie, donc notamment mon confrère Romain, qui est donc responsable des ouvrages d'art pour la régie. Et c'est grâce à eux que ce genre de projet, on peut bien les entamer, faire en sorte qu'il y ait un suivi qui soit impeccable et avoir un rendu qui soit tout à fait correct. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier en particulier Romain Gravier, Jérôme Barlet, Stéphane Cressard pour ne nommer que. C'est grâce à nos interactions, le fait qu'ils soient présents pendant les réunions de chantier, que vraiment on a une bonne coordination et un bon suivi des chantiers.